Et Pierre, comment vous la présenteriez, la chaîne des puits? Eh bien, la chaîne des puits est une expression du magmatisme, des remontées de lave, de magma de la profondeur, qui arrivent près de la surface et qui, en remontant, elles ont des histoires, elles s'arrêtent parce qu'il y a beaucoup à remonter, elles soufflent, de temps en temps elles se rencontrent, elles se mélangent et ça finit par arriver en surface et faire des volcans. Et comme au cours de ce trajet, les magmas qui arrivent de la profondeur ont eu des histoires différentes, à l'arrivée ils sont différents et ils nous donnent autant de volcans différents. Il y a comme une collection de plein de types de volcans différents ici? On les regroupe par famille, Il y a les volcans à cratères, les volcans à dôme comme le Puy de Dôme, mais n'empêche que même quand on regarde tous les volcans à dôme, quand on regarde tous les volcans à cratères, pratiquement chacun est différent de son voisin ou d'un autre dans la chaîne parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu différent. Une lave n'est pas tout à fait pareille, il y en a qui ont des histoires un peu compliquées, il y a eu plusieurs laves qui sont sorties par le même trou, chaque lave donnant un type de volcan différent. Donc à l'arrivée, on a des volcans composites, même si on dit c'est un volcan. Voilà, donc ça c'est un point fort de la chaîne des puits, c'est-à-dire elle nous donne une collection de volcans tous différents, avec tous les grands types élémentaires des volcans. Donc pour des gamins qui vont à l'école, c'est comme si on rentre dans la salle de travaux pratiques, où chaque volcan a droit à sa petite maquette, on l'a sous les yeux, on peut monter dessus, on peut tourner autour, et ça c'est exceptionnel. Et c'est un argument fort qu'on a retenu pour l'inscription au patrimoine mondial. Pierre Boivin est géologue et volcanologue, un géologue spécialiste des volcans donc, et un spécialiste de ceux d'Auvergne, ceux du Velay même. Pierre vient de faire mention de la reconnaissance de ces volcans à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était en 2018 et les volcans n'y sont pas entrés seuls sur cette liste. Aujourd'hui, sur les panneaux, on peut lire « Chaîne des puits, faille de Limagne, patrimoine mondial ». La chaîne et la faille. Nous sommes en novembre 2024 près de Channona, sur la montagne de la Serre, et c'est là que nous commençons un podcast sur un haut lieu tectonique. La montagne de la Serre, c'est le résultat d'une inversion de relief, après la rupture continentale de la faille de Limagne. Mais ça, Pierre Boivin vous l'expliquera plus tard. On commence là, ailleurs que sur un volcan donc, on commence un chemin en compagnie des voix de celles et ceux qui habitent ce patrimoine mondial. Et dans ce premier épisode, on commence avec les voix de celles et ceux qui ont travaillé à cette reconnaissance. On a déjà entendu Pierre Boivin, on entendra bientôt Philippe Morge et Cécile Olive. L'épisode s'intitule « La fabrique de l'exceptionnel ». Et c'est un point de départ d'une série de questions et de conversations à travers la chaîne des puits et la faille de Limagne, à travers un territoire dont le caractère exceptionnel a été fabriqué, c'est-à-dire découvert ou inventé. De la même manière qu'un jour une société a inventé le bord de mer comme territoire de contemplation, ou l'ascension des montagnes comme source d'accomplissement. Un jour, en Auvergne, on a découvert les volcans. Puis s'est inventé un paysage qui a fini par définir un territoire, le Puy de Dôme. Mais pour le Puy de Dôme, on ira le voir dans le deuxième épisode. Ici et maintenant, sur la montagne de la Serre, on découvre la chaîne et la faille. On y voit l'exceptionnel, et en 2018, on a jugé qu'il y a là un patrimoine commun à l'humanité. Ça fait depuis combien de temps qu'il y a ce regard sur l'exceptionnalité géologique de la chaîne des puits? Ces volcans, en fait, les hommes les ont toujours vus puisqu'ils ont été contemporains de l'espèce humaine. Oui, mais c'est pas parce qu'on voit qu'on dit que c'est un volcan. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, là, il y a on a un biais quand on juge avec nos yeux d'aujourd'hui en se mettant à la place de quelqu'un du Moyen-Âge ou de quelqu'un de l'Antiquité. Mais je peux vous dire que la chaîne des puits est reconnue comme exceptionnelle, comme vraiment exceptionnelle, depuis 1751. Donc ça nous fait un certain temps, 270 ans à peu près, ou des choses comme ça, si je ne me trompe pas, c'est bon. Et donc à ce jour, quelqu'un est arrivé, alors que les gens du coin disaient « ouais, il y a ci, il y a ça », mais ils n'avaient pas fait le déclic en disant « ouais, c'est des volcans ».
Il les connaissait bien, mais c'était quelque chose qui n'était pas encore bien précis dans la... Et puis il y a un gars qui est arrivé, il s'appelle Jean-Étienne Guettard, et qui arrivait... Alors c'est pas parce qu'il était parisien, hein, il ne faut pas en rajouter là-dessus, mais c'est surtout parce qu'il avait voyagé, parce qu'il avait vu d'autres choses, et il avait comment dire, une approche totalement raisonnée, scientifique, on dirait, enfin il était scientifique, correctement scientifique, des choses, et il a constaté que toutes les choses s'enclenchaient correctement. Il a trouvé des cailloux dans la région de Moulins. Pour lui, il a reconnu que c'était des laves. Il a dit, mais s'il y a des laves, il savait que lave égale volcan. Donc il a remonté le fil. Il est arrivé à Volvic. Il y avait des laves partout, c'était exploité. Il a grimpé au-dessus de Volvic. Il est rentré dans le cratère d'un volcan. Il a dit, mais c'est un volcan. Mais oui, c'est un volcan, il y a tout ce qu'il faut. Et puis il y avait les gars qui avaient gratté pour ramasser de la pouzzolane. Il a dit, mais c'est rouge, mais c'est encore chaud, c'est pas possible, ça vient de s'éteindre. Donc d'entrée, la première journée qu'il est arrivé, il avait tout vu ce qui fait l'intérêt de la chaîne des Puys. Sa jeunesse, sa fraîcheur, le côté, donc les laves qui sont dispersées à droite à gauche, et puis le fait que ça donnait l'impression fraîcheur plus intégrité. Lui a dit ça va redémarrer au premier tour dès que possible. Enfin, je veux dire, et ça a été un déclic important parce qu'à l'époque, il y avait toute une communauté de savants à l'échelon européen en particulier, et donc il a communiqué ça aux gens du coin qui ont dit on a des volcans, mais c'est super, on en connaît des tas finalement, et on ne savait pas que c'était des volcans. Après, ça a diffusé partout en Europe, et il a introduit la notion de volcan éteint, parce qu'à l'époque, tout ce qui était connu comme volcan, c'était les volcans d'Italie qui fonctionnaient. Il y avait le Vésuve qui était encore en pleine crise éruptive, qui envoyait des tas de coulées, et c'était un lieu où tout le monde se rencontrait pour aller voir les coulées de lave qui avançaient. Il y avait le Stromboli, il y avait évidemment le Vulcano dans les îles éoliennes. Puis après, ils avaient découvert des volcans en Amérique du Sud avec la colonisation. Enfin bon. Donc tout ça, c'était connu, mais on connaissait que les volcans actifs. Tant que c'était actif, on dit ça marche, c'est un volcan quoi. Mais dès qu'un volcan s'arrêtait, on ne les reconnaissait plus. Parce qu'on n'avait pas le fil pour dire voilà, ça a été un volcan parce qu'on reconnaît des formes, parce qu'on connaît des laves. Ça n'était pas encore rentré dans le raisonnement. Et lui, il est arrivé là, et il a franchi ce pas, et du coup, très rapidement, en quelques années, enfin peut-être même, je dirais même dans l'année, parce qu'il a publié l'année suivante à l'Académie des Sciences, donc dans le moment où il est venu, puis le moment où il était, il a écrit des lettres, donc il y a des gens qui ont dit « Ah mais on a aussi des volcans à côté de Montpellier », ils étaient « Oh !» Voilà, et puis après « Ah j'en trouve à côté de Saint-Étienne, oh fantastique !» Bon, bref, tout le monde trouvait son volcan à juste titre, il avait appuyé sur le bon bouton, et quand ça a diffusé au niveau de l'Europe, tous les Européens, enfin tous les savants européens ont dit mais il faut qu'on aille voir cette chaîne des Puys. Ça devenait, c'est comme on dirait aujourd'hui, je veux aller voir Venise, je veux aller voir ceci, je veux aller voir cela. Donc ils sont venus et on a eu des cohortes de gens qui sont venus les uns derrière les autres, arrivant qui d'Allemagne, qui d'Angleterre, qui d'Italie bien sûr, parce qu'il dit mais ils ont trouvé des volcans alors que c'est nous qui les avons, vous voyez. Donc ça a attiré du monde, ça a fait du buzz comme on dirait aujourd'hui. Et voilà, la chaîne des Puys, dès sa reconnaissance, alors on peut dire découverte si vous voulez, mais c'est surtout reconnaissance parce qu'elle était là depuis un moment,
qu'elle est devenue un site incontournable et qui a été reconnu comme absolument exceptionnel. Et tout le monde a acquiescé sur ça. Il y a von Busch qui disait si vous voulez savoir ce que c'est qu'un volcan, c'est pas la peine d'aller voir le Vésuve. Il fonctionne, on ne peut pas approcher, puis il n'y a que les laves récentes qui montent dessus. Si vous voulez voir vraiment un volcan, vraiment ce que c'est, comprendre comment c'est, allez dans la chaîne des Puys. Donc en fait, il y a environ 8000 ans, des humains ont assisté à l'éruption des volcans d'Auvergne, mais cette mémoire s'est perdue, et donc à partir de 1751, on redécouvre les volcans finalement. Et très tôt, la chaîne attire des visiteurs. Le mot touriste, lui, il apparaît dans la langue française autour de 1800, à peu près au moment où on s'intéresse au volcanisme en fait. Du coup, on s'intéresse aussi au voyage, à l'exploration d'agréments. On invente la notion de paysage, c'est-à-dire la notion d'un territoire qu'on visite, qu'on contemple, ou qu'on peut capturer dans un tableau, une photo, une carte postale. Philippe, vous connaissez bien cette histoire de l'attractivité de la chaîne des Puys, pour prendre un mot contemporain. Est-ce qu'on peut dire que l'intérêt scientifique, c'est aussi déjà, à l'époque, un intérêt touristique ? Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'effectivement, l'intérêt pour la connaissance de notre environnement et le début de la géologie a passionné les gens. Et ça a attiré l'attention sur ce territoire, ce qu'on allait appeler la chaîne volcanique, la chaîne des Puys. La chaîne des Puys, particulièrement le Puy de Dôme, qui est cette montagne culminant au centre de cette chaîne volcanique assez extraordinaire, avec ses 1465 mètres d'altitude, a attiré très tôt les visiteurs. Pourquoi ? Parce qu'au pied du Puy de Dôme, on avait du thermalisme dans la vallée de Roya, et les populations qui étaient aisées, qui venaient prendre les eaux, il fallait s'occuper aussi sur les temps un peu morts, sur les week-ends, etc. Et tous ces visiteurs-là, tous ces curistes avaient besoin donc de trouver des loisirs. Et parmi les loisirs, il y avait l'ascension du sommet du Puy de Dôme à dos d'âne, à dos de mule, même plus précisément. C'est à peu près la même époque, c'est le 19e siècle, c'est à peu près l'invention du tourisme. C'est effectivement fin 19e, début du 20e siècle, effectivement, c'est fin du 19e siècle, où donc là, on a cette première population touristique. Et ça a fonctionné comme ça, effectivement, avec des calèches et à dos de mulet pour faire l'ascension jusqu'au sommet du Puy de Dôme sur cette période-là, jusqu'à ce qu'on construise un premier train sur le site du Puy de Dôme en 1907. Et là, ça a été une première révolution. Au 18e, on reconnaît l'exceptionnalité géologique, on découvre, oui. On a ce nouveau regard. Comment on se met à regarder le puits avec le tourisme ? C'est d'abord, je pense aussi, un attrait pour l'aventure. On avait l'impression de vivre une aventure en faisant l'ascension du sommet du Puy de Dôme. Et au 19e siècle, les grandes courses dans les Alpes, les grandes courses même dans les Pyrénées, d'ailleurs ça procède du même principe avec le thermalisme, les gens vont gravir la montagne parce que c'est l'aventure, c'est un terrain d'aventure. Et puis la science se développe, on en apprend toujours plus sur l'origine géologique et tectonique et volcanique de nos territoires. Et donc il y a un attrait, effectivement un engouement par rapport à la population aisée pour ces visites-là. Donc on peut penser qu'effectivement à cette époque-là, les gens venaient pour l'aventure, pour les paysages, mais aussi pour la connexion avec la science et aller voir en vrai ce que les scientifiques nous révélaient. Donc on comprend qu'il y a l'intérêt scientifique, puis le thermalisme, et puis le premier tourisme, et ensuite des dispositifs de patrimonialisation. À l'époque, on vient d'inventer le musée, le monument national, et puis on invente cette idée d'un territoire, d'une sorte de monument naturel, c'est ça ? Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est à une époque où effectivement on a eu la chance sur ce territoire d'avoir une double reconnaissance, une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO et un label Grand Site de France. Mais c'est pas arrivé par hasard. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une histoire qui commence à être longue, puisque la première mesure de protection, elle date de 1930, c'est la loi de 1930 de protection sur les paysages, et ça c'est un acte fondateur. La loi de 1930, elle a été créée à l'instigation des artistes qui allaient dans la forêt de Fontainebleau, qui allaient s'inspirer des paysages pour les reproduire dans leurs tableaux, dans leurs œuvres. Et ils ont vu cette forêt en péril et ils ont dit, mais ils ont alerté les politiques, et les politiques ont du coup créé cette loi de protection des paysages. On parle même de paysages pittoresques, et donc le terme de pittoresque c'est vraiment typique donc des années 30. Et bien le site du Puy de Dôme, le sommet du Puy de Dôme a été classé au titre de la loi de 1930 en 1933, 3 ans après seulement. Ça veut déjà dire que ce site du Puy de Dôme, il est iconique à cette période-là, parce qu'on sait qu'il a un caractère exceptionnel, il a un paysage exceptionnel, il y a quelque chose qui en ressort. Et donc il y a cette première protection en 1933. Et puis le temps a passé. On a eu des classements d'autres puits, je pense en particulier au puits de la Vache et de la Solace, qui ont été d'abord inscrits au titre de la protection des paysages et puis après qui ont été classés. Et la totalité de la chaîne des puits a été classée en 2000. Donc là on fait un grand bond en avant, mais on est quand même dans le sens de l'histoire. Et puis 2000 et donc 2008,
le département porte un dossier de candidature au label Grand Site de France. Ça, c'est une nouvelle politique qui a été initiée par le gouvernement français, qui est géré par le ministère de la Transition écologique aujourd'hui. Et c'est en 2005 que ce label est créé. Eh bien, le département se porte candidat pour le site du Puy-de-Dôme, puisque le département est propriétaire de ce volcan iconique. Et donc, c'est sa clé d'entrée, si j'ose dire, dans ce dossier de candidature au label Grand Site de France. Et il est reconnu avec ce label dès 2008. Donc là aussi, on ne perd pas de temps, l'État voit effectivement, reconnaît qu'on a un site vraiment exceptionnel. Et à partir de là, par contre, 2008, le département dit mais ça ne suffit pas et il faut effectivement qu'on soit candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'on le mérite, ce territoire le mérite, il y a une vraie valeur par rapport à ça. Cécile, vous avez porté la candidature à l'UNESCO, vous avez monté le dossier et réussi à obtenir cette reconnaissance après plusieurs tentatives. Mais au fond, c'est assez surprenant de considérer un volcan comme du patrimoine, c'est-à-dire comme un bien commun qu'il s'agirait de préserver, de transmettre. Alors aujourd'hui, est-ce que avec cette reconnaissance, c'est le paysage qui est considéré comme patrimoine mondial ? Alors en fait, c'est même pas le paysage, c'est la structure. Parce qu'on a été reconnu au patrimoine mondial sur le critère géologique, donc vraiment pour cette succession d'étapes géologiques fondamentales qui sont vraiment lisibles, inscrites dans le paysage, visibles à l'œil nu. Et c'est vraiment ce qui nous a valu cette inscription. Et presque le paysage qui, lui, est la résultante d'activités humaines. Donc on va dire, nous, ce qu'on a inscrit, c'est presque la structure, vraiment le dur. Et finalement, ce couvert, cette couche superficielle, qui est vraiment le fruit de 6000 ans de peuplement continu, ça, c'était presque problématique parce qu'il y avait comme un hiatus entre une reconnaissance sur un critère naturel et un paysage qui était finalement très anthropisé. Et en fait, nous, ce qu'on a expliqué, c'est que justement pour que ce site continue à être visible, pour que cette géomorphologie incroyable qui raconte toutes les grandes étapes qui conduisent à la rupture des continents, il fallait qu'il soit cultivé. Il fallait qu'on accepte une part d'anthropisation et de part humaine pour pouvoir continuer à observer cette morphologie. Et donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que le paysage, c'est vraiment la résultante de couches et de couches d'activités qui se mêlent. Et avant même 1933, ce qui avait été en premier inscrit, c'est d'abord les ruines du temple de Mercure au titre des monuments historiques. Et vous avez raison, finalement, c'est pas naturel, c'est presque de reconnaître le paysage. En fait, c'est une construction, le paysage. C'est aussi le mouvement romantique qui a amené ce nouveau regard sur la nature qui est plus vue comme une nature qui est hostile, mais qui est une nature aussi qui devient sublime. Et tout ça, c'est aussi c'est très culturel, mais finalement, il faut des décennies, il faut différents courants, il faut l'apport de la science, il faut l'apport des voyageurs, il faut l'apport des touristes pour arriver à avoir ce nouveau regard. Et finalement, on est toujours encore dans cette histoire parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a presque, entre guillemets, révélé la faille. C'est assez intéressant, ça a révélé la faille. C'est intéressant parce que ce sont les volcans, la chaîne des Puys et la faille de Limagne. Donc la faille de Limagne, on la voit moins dans l'imaginaire collectif ici. En fait, on la voit moins tout court. Parce qu'elle est plus difficile à percevoir. En fait, quand on est un béotien, ce qui était mon cas, qu'est-ce qu'on voit d'abord ? On voit une ondulation. Donc, quand on n'est même pas de la région et qu'on ne connaît rien, on se dit bon, c'est des collines. Non, ce ne sont pas des collines, ce sont des volcans. Mais en fait, les volcans, c'est la toute dernière expression de cette histoire qui est très longue. Et en fait, ce qui était intéressant avec la démarche patrimoine mondial, c'est que d'une contrainte qui aurait pu être un truchement aussi, parce que en fait, il fallait s'inscrire dans un état de la liste. Nous, quand on a commencé le dossier en 2007, la liste avait déjà 30 ans, et donc il fallait encore trouver notre place sur cette liste. Et il se trouve que l'UNESCO disait non mais des volcans on en a déjà beaucoup, et des volcans il y en a partout dans le monde, donc il y avait une sorte d'oukase sur les volcans. Et donc, quand on est allé voir les scientifiques, on a discuté avec eux. Et c'est d'ailleurs un géologue anglais qui était venu et qui nous avait dit mais vous avez une superbe inversion de relief. Et puis si vous dézoomez un peu, vous avez vraiment tout cet ensemble. Et en fait, c'est comme ça qu'on a réfléchi à un autre narratif qui était plus seulement l'expression des volcans qui ont popularisé l'Auvergne en France et dans le monde, mais de se dire en fait tout ce que l'on a là, c'est un rift continental. C'est toutes les étapes qui conduisent à un rift. Et
Et en fait, dans ces étapes qui conduisent à un rift, la première des étapes, c'est la fracturation. Mais là, Pierre en parlera mieux que moi. Et en fait, tout ce qui, cette faille, en fait, elle a 35 millions d'années, donc elle est bien plus vieille que tout le reste. C'est le contre-coup de la formation des Alpes et c'est le début de l'histoire de ce site, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est comment, en fait, une démarche de reconnaissance internationale nous a amené à travailler avec des géologues qui, en se posant des questions qui ne sont pas des questions que l'on pose traditionnellement aux géologues, je me rappelle de discussions homériques avec Pierre parce que c'était une forme de vulgarisation et parfois un peu de communication, mais ce qui est intéressant, c'est que ce regard un peu néophyte nous a aussi amené à repenser un peu les rifts. Ça a conduit même à une nouvelle théorie qu'un collègue Olivier Merle a faite sur les origines des rifts. Et c'est intéressant de voir cette dialectique qu'il peut y avoir entre des gestionnaires de territoire, des fonctionnaires territoriaux, le lien qu'ils peuvent avoir, cette discussion avec les scientifiques et comment dans un contexte international un peu compétitif, ça nous amène un peu à revoir notre site et à redécouvrir des éléments de ce site. Alors c'est intéressant parce que la redécouverte des volcans, elle amène du tourisme, et le tourisme, ou plutôt la patrimonialisation, elle va, elle, amener un nouveau regard scientifique. Il y a une sorte de dialogue, quoi. Et Pierre, c'est la même histoire que les volcans, finalement ? Pour moi, l'histoire de la faille de Limagne, c'est exactement la même histoire que la chaîne des Puys. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'un étranger, entre guillemets, à la région arrive pour nous dire « Ah, mais ça, c'est des volcans. » « Ah bon, c'est des volcans ? Mais depuis 2000 ans, on est dessus, voire plus. » « Ah ben, oui, c'est des volcans. » Et là, on a un collègue anglais qui est arrivé, et puis bon, alors c'était dans le contexte de l'inscription au patrimoine, il fallait enlever les volcans, enfin, ne pas trop les mettre devant, et par chance, devant, on avait quelque chose que tous les géologues du coin connaissent parfaitement, c'est la faille de Limagne. Elle a été décrite pour la première fois en 1899, publiée par un géologue important d'ici, de Philippe Blangeot, et il a dit, mais ça, il faut l'inclure dans votre démarche. Ah bon ? Alors, pour nous, c'était quelque chose d'intéressant, mais sans plus. Et donc, moi, je lui sais gré, mais infiniment, parce que dans la démarche de l'intégrer, il y avait non seulement faire la juxtaposition entre un phénomène tectonique et un phénomène volcanique, mais n'importe quel chercheur, je ne dirais pas digne de ce nom, parce que je vais me mettre dans la peau de l'individu, mais je veux dire, il était important de comprendre fondamentalement s'il y avait un lien entre cette faille qui était là et les volcans, et pas seulement un lien occasionnel pour faire un beau document à déposer à l'UNESCO. Donc là, ça a été personnellement, moi, j'ai découvert, on va dire ça comme ça, la relation profonde, c'est le cas de le dire, parce que ça se place à 20 et quelques kilomètres de profondeur, entre cette faille qui marque le paysage, et puis les volcans, la chaîne des Puys en particulier. Donc du coup, j'étais ravi, tout tenait au niveau scientifique, tout se tenait, tout était corrélé, l'histoire annoncée de la formation de ce bassin d'effondrement qui s'appelle la Limagne, bordé par la faille à l'ouest, la grande faille de Limagne, eh bien ça avait modifié suffisamment ce qu'on a sous les pieds, ce qu'on appelle la croûte, pour que les volcans, les magmas qui arrivent beaucoup plus tard, soient devant des bâtiments qu'il fallait contourner, et ça explique à la fois leur orientation, pourquoi la chaîne des Puys est alignée, parallèlement à peu près à la faille de Limagne. Ça explique pourquoi ils ont fabriqué autant de volcans différents. Et donc les magmas de la chaîne des Puys, ils sont nés parce qu'ils sont passés par la faille de Limagne. Ceux qui sont plus loin que la faille de Limagne, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors je vais essayer de résumer ce que je comprends de la faille de Limagne. Il y a d'abord une séparation, une fracture à l'endroit qui sépare aujourd'hui le plateau des Dômes, des volcans, et la grande plaine de Limagne. Parce que les Alpes se forment, donc ça tire sur la croûte, enfin ça tend le tissu terrestre, sans jamais aller jusqu'à la séparation de l'Europe en deux continents par contre. Mais enfin,
il y a quand même 35 millions d'années, une partie du continent, une partie de cette croûte s'effondre sur 3 km de profondeur. Enfin, ça s'effondre, on peut plutôt dire que ça s'enfonce de 1 mètre ou 2 tous les 1000 ans ou 10 000 ans. C'est à la fois très rapide et très lent. Enfin, le temps est relatif, y compris celui de la géologie. En tout cas, il y a un grand fossé qui se creuse et se remplit d'eau, et au fond, les sédiments, le sable, le calcaire s'accumulent et finissent par le combler. Et les volcans surgissent, le plateau s'élève, l'érosion emporte des sédiments sur des centaines de mètres de hauteur, et donc restent les parties les plus solides, en lave par exemple, la montagne de la Serre. C'est les résultats donc d'une inversion de relief. Et tout cela, c'est possible de le comprendre avec des schémas et des explications détaillées. C'est accessible sur Internet. Cherchez la faille de Limagne. Donc la faille, elle apparaît il y a 35 millions d'années, en gros. Et c'était quoi comme paysage à l'époque, Pierre? À l'époque où vous seriez venu, eh bien, vous auriez eu les 2 pieds sur le plateau des Dômes. La zone de la Limagne était à peu près au même niveau, simplement c'était des zones où il y avait des lacs, où c'était humide, mais il n'y avait pas ce grand trou qu'on constate aujourd'hui. Ce grand trou qu'on constate aujourd'hui, c'est lié à l'érosion, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. La montagne de la Serre est un des jalons le long de cette... à la fois la surrection du terrain et l'érosion, les différentes étapes de l'érosion. Mais à l'époque où la Limagne se faisait, c'était tout à peu près au même niveau, simplement c'était des zones plus humides, sans doute agréables. Il y avait des beaux lacs, il y avait des bestioles, des flamands, on ne sait pas s'ils étaient roses ou blancs, mais il y avait beaucoup de bestioles et c'était très, très, sans doute... Allez, c'est moi, là je brode, je fantasme, c'était agréable, c'était calme. Donc la faille est classée, découverte, inventée comme patrimoine, elle aussi, quand il s'est agi de faire reconnaître les volcans comme grands sites de France, puis de les faire reconnaître à l'UNESCO. Dans ce processus, les puits sont venus avec la Limagne, la Chaîne, avec la faille. Mais alors, au fond, il y a une question qui se pose en fin d'épisode, c'est pourquoi avoir donné toute cette énergie à les faire reconnaître comme patrimoine mondial et comme grand site de France. Philippe ? C'est avant tout, d'abord ça ne rapporte pas de contraintes supplémentaires, ça ne rapporte pas de subventions supplémentaires. C'est une reconnaissance, c'est une question de fierté. Je crois que les élus qui ont porté en particulier ces dossiers de candidature, ils ont bien compris que les habitants du département du Puy-de-Dôme, on est tous très fiers de nos territoires, de nos patrimoines, dont la chaîne des Puys, faille de Limagne. Et parce qu'il y a cette fierté, cette identité des habitants, il fallait porter un projet ambitieux qui était cette reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette reconnaissance avec le label Grand Site de France. Donc on n'était pas obligé de le faire. Mais par contre, il y a un vrai attachement donc, des habitants à ce territoire et donc une fierté à ces reconnaissances-là. Et maintenant, je veux dire, on a vu que ce regard avait changé, que le tourisme a été inventé avec le paysage, mais on peut s'imaginer, comme ces constructions sont historiques, qu'elles continuent d'évoluer, qu'elles continuent d'avoir une histoire. Dit autrement, la notion de patrimoine, elle se transforme sans arrêt, on ne la comprend plus vraiment aujourd'hui comme on la comprenait il y a un siècle. Comment vous aimeriez que cette reconnaissance vive dans ces prochaines décennies? C'est quoi le futur de ce patrimoine? En tout cas, par rapport à l'évolution du patrimoine, moi je pense qu'il y a 2 choses qui me semblent être des notions qui prennent de plus en plus de place. Il y a la notion de patrimoine immatériel, et je pense que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à la place de cette géologie dans la vie des gens, et je pense que ce qui va être de plus en plus prégnant, je pense, c'est les modes de vie qui sont attachés à ce patrimoine et comment la préservation de ces paysages ira de pair avec certains modes de vie et qu'est-ce qu'on pourra pousser comme évolution, comme mode de vie aussi soutenable. Donc ça, je pense que ça va être une interaction forte. Et l'autre, c'est ce que vous évoquiez, c'est peut-être la prise en compte d'éléments qui jusqu'à présent, on parle de géologie, on parle de pierres inertes, sauf qu'en fait on s'aperçoit que ces pierres inertes, elles recèlent des habitats et que tout ça c'est partie d'un écosystème, et de comment on repense notre relation à l'environnement, non plus comme un environnement sans personnalité morale aussi. Comme un décor ou un paysage, justement. Voilà, mais comment on commence à vraiment le considérer
et peut-être voir aussi être plus attentif à ses sensibilités. Et je pense que ces deux éléments-là, le patrimoine immatériel et la relation au vivant et ce qu'on perçoit aujourd'hui comme le non-vivant, peuvent évoluer. Ce territoire patrimoine est habité, perçu, vécu, selon différents modes, par différents mondes. Par le monde des scientifiques, celui des touristes, celui des bergers, par beaucoup de monde en fait. Et l'enjeu, c'est un équilibre. Dans le prochain épisode, on quittera la montagne de la Serre pour rejoindre l'Emblème, pour rejoindre le Puy-de-Dôme. Là-haut, beaucoup de monde coexistent, s'entretiennent, se contredisent, se conjuguent, tous réunis en haut du puits.